Bonsoir, plaisir immense de vous retrouver pour une autre production, super production sur Info TV. Vous savez, nous sommes au cœur de l'élection présidentielle Formule 2025 et nous avons pris l'engagement de faire parler les candidats, de faire parler leurs représentants, justement pour qu'ils aient l'opportunité et justement le temps nécessaire pour expliciter les différents projets, les professions de foi, l'ambition et l'avenir qu'ils ont pour leur pays, le Cameroun. L'élection présidentielle, c'est le 12 octobre 2025 et je l'ai dit, Info TV s'annonce et sera bien évidemment au cœur de l'événement. Et pour ce qui est justement de notre contribution et réflexion de ce soir, nous allons prendre un aspect important lorsque l'on évoque la campagne présidentielle. On va évoquer justement les promesses de campagne. Elles sont ce qui attire les foules, elles font justement réagir les électeurs, elles font réagir les masses. Ces promesses-là, peut-on véritablement y croire lorsque l'on écoute certains des candidats qui justement promettent monts et merveilles aux électeurs? Peut-on croire justement à la véracité, à l'opportunité de ces promesses de campagne? On va ensemble écouter justement les différents acteurs et essayer de voir ensemble si les promesses tenues lors de ces meetings où l'on voit des foules abondantes, ces promesses-là peuvent véritablement être prises pour argent comptant. Et pour ce faire, ce soir, sur ce plateau d'écho de campagne, on va commencer les présentations de ceux qui vont nous accompagner durant ces 1h50 de direct sur Info TV. Je vais commencer avec le Rassemblement démocratique du peuple camerounais qui est représenté ce soir par monsieur Émile Messi, à qui nous disons bonsoir et surtout bienvenue. Merci de m'accueillir et bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux compatriotes qui sont déjà là et qui seront avec nous sur cette table pour ce débat, pour ces échanges, pour cette participation à la campagne électorale pour le compte de la prochaine élection présidentielle. Je suis honoré de porter la voix du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le plus grand parti, avec son président national qui remplit là pour une énième fois à la magistrature suprême. Donc je pense que nous allons passer de bons moments ensemble et que le message, cet important message, c'est-à-dire la profession de foi du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui se décline en 12 points, sera bien décortiqué ce soir. Alors je vais rester avec vous un moment, Émile Messi. Nous sommes sur Écho de campagne. Avec vous, on prend justement les dernières actualités inhérentes à cette campagne-là. Une fois de plus, le champion du RDPC est annoncé du côté de Marois. Est-ce que cette fois-ci, on peut dire quelle sera la bonne? Disons que tout dépendra de l'agenda et du timing du chef de l'État. J'ai également reçu l'information selon laquelle il sera bel et bien à Marois demain. Je crois que nous sommes à pied d'œuvre et si l'information est confirmée d'ici 20 h, je crois que ça sera une très bonne nouvelle. Merci à vous, cher Émile Messi, pour la présence sur ce plateau. On va accueillir une dame. Elle, c'est Martine Daniel Bofolo Essono du MPEC. On parle là du Mouvement populaire pour l'émergence du Cameroun, mais elle est alliée à l'UDC de la candidate Patricia Tomaino Ndam. Bonsoir, madame, et bienvenue sur le plateau. Bonsoir, bonsoir à tous mes co-panélistes. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Je salue particulièrement tous les militants et sympathisants du MPEC et du parti UDC dont je soutiens la candidature. Alors, avec vous, le même exercice, comment est-ce que se déroule la campagne du côté de l'UDC? On a vu justement Madame Dam sur le terrain du côté de Douala. Est-ce que le discours passe? Est-ce que vous avez ressenti justement une foule à l'écoute du projet de société qui est le vôtre? Oui, la campagne se déroule dans de meilleures conditions. À côté de cela, je dirais que nous aurions voulu même que la période de la campagne électorale soit prolongée parce que le nombre de semaines qui est donné n'est pas suffisant pour faire le tour du Cameroun. Néanmoins, nous sommes à pied d'œuvre
et nous continuons d'aller vers les populations parce que nous avons beaucoup plus misé aussi sur la campagne de proximité. Oui. Et ce qui en ressort, c'est que les populations ont vraiment soif du changement et que ce changement n'est pas seulement adossé sur le programme politique, mais aussi sur l'intégration ou alors la considération du genre. Merci Madame Danielle Befolo-Essono pour justement ces échos de campagne du côté de Douala. L'UDC est sur le terrain et c'est tout à son honneur. Nous avons aussi sur ce plateau l'UNDP représenté en la personne de Léonide Nfoum à qui nous disons bonsoir et surtout bienvenue. Merci Stéphane. Merci de l'amitié que tu me fais de m'inviter une fois de plus sur ton panel. Je salue tes téléspectateurs. J'ai également à dire un bonjour particulier aux Camerounais d'ici, et comme d'ailleurs, qui prennent de leur temps pour nous suivre. Je salue les militants et sympathisants de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès, mais surtout mon président national qui aujourd'hui est en train de tenir meeting à Guidigis, oui, après que son meeting de Marois est avorté. Donc, il sera certainement reprogrammé. Alors, du côté de Guidigis, les choses sont plus faciles, puisque vous évoquiez il y a quelques temps justement ces difficultés-là inhérentes à la présence du candidat de l'UNDP sur le terrain. De ce côté-là, à Guidigis, est-ce qu'on semble mieux ouvert à votre présence? Oui, je pense que ça va. Ça va. Le meeting va se tenir là où il a été programmé. Oui. On n'a pas eu de difficultés particulières. Ça, il faut le noter un peu pour s'en féliciter. Mais justement, l'enjeu, c'était de pouvoir tenir meeting à Marois. Vous savez que le corps électoral est assez consistant de ce côté-là. Et il est important aussi que nous y tenions meeting pour que le candidat puisse communier avec du moins les Camerounais qui peuvent le voter et qu'ils soient convaincus du message qu'il aura à présenter. Donc, je dis c'est un anti-jeu presque. Oui. Et nous ne nous en sommes pas encore remis. Et je crois que le peuple regarde et il sait qui a le bon programme et la vérité de son côté. Voilà. Merci à vous, Léonide Nfoum. La campagne, justement, elle va prendre une autre dynamique avec cette semaine. C'est la dernière semaine, justement, où il faudra véritablement être plus proactif, il faudra être plus dynamique, il faudra essayer, tout simplement pour les formations en liste, d'être plus alerte face aux difficultés inhérentes justement au déploiement. Merci à vous d'être présent en ces lieux. Je suis l'exercice de présentation avec le Social Democratic Front qui est déjà présent en ces lieux. Vincent Alimambarga, vous êtes communicant de cette formation politique. Vous êtes responsable même au sein du département communication. Bonjour, bienvenue sur le plateau. Je vous salue Stéphane ainsi que tous les copanélistes. Je renouvelle mes amitiés aux téléspectateurs de cette émission. C'est un vrai plaisir pour moi de pouvoir prendre part aux agapes intellectuelles de ce soir. Alors, on est justement dans ces échos de campagne-là, le chairman, on a cru le scanner, le repérer, c'était du côté du nord-ouest ou alors dans le centre. Où est-ce qu'il est actuellement et quelle est son activité? Actuellement, nous poursuivons la tournée des campagnes électorales dans la région du centre. Le chairman l'a lancé dans le nord-ouest. Oui. Il a enchaîné avec l'ouest, le littoral. Maintenant, nous sommes au centre. Nous irons au sud. Et dans la région du centre, nous avons eu un calendrier très chargé. Aujourd'hui, nous avons sillonné les périmètres de Yoko et toutes les localités environnantes. Nous pensons pouvoir atteindre les populations qui d'ailleurs se sont montrées très réceptives à notre message. Alors, le représentant de l'UNDP sur le plateau décriait une situation de blocage quant à justement l'opérationnalisation de leur démarche sur le terrain. Il
mettez en avant le fait qu'il y ait quelques contraintes et difficultés avec les autorités administratives, comme ça a été le cas du côté des Bolova. Est-ce que vous, au niveau du SDF, vous avez les mêmes récriminations? Est-ce que vous êtes accepté lorsque, par exemple, le chairman se déploie dans la région du centre? Naturellement, nous avons les mêmes récriminations, puisque les populations, parfois, se font remplacer par les autorités administratives, auxquelles même le message n'est pas adressé. Mais nous nous retrouvons avec presque une fin de non-recevoir. Vous avez suivi l'épopée où nous avons eu des militants arrêtés dans certaines régions où nous avons engagé la campagne. Et cela ne saurait nous ébranler parce que naturellement, nous sommes un vieux de la vieille école. Souvenez-vous, le SDF dans la bataille de l'élection présidentielle est un parti qui naturellement sait toujours aligné par rapport aux candidatures qui devraient être présentées. Donc ce n'est pas quelques petites secousses qui pourront nous ébranler, mais naturellement nous prenons ça dans l'actif de notre victoire, de notre, comment on dit, c'est-à-dire de notre action qui est positive et que les populations naturellement attendent et que les autorités ne veulent pas. Nous sommes vers une marche vers l'étude qui n'est plus très loin. Merci Vincent Alima Mbarga pour la présence et pour ce compte rendu du déploiement du chairman et du SDF lorsque l'on engage véritablement cette dernière semaine de campagne. Je l'ai dit, ce soir on va évoquer les promesses de campagne. Justement, peut-on y croire? Alors je vais dès cet instant mettre le chrono en marche pour tous ceux qui sont déjà présents en ces lieux. Chaque acteur aura exactement le même temps de parole, puisque c'est une évidence que justement il faut mettre en place, une réalité qu'il faut mettre en place. Chaque acteur, chaque parti en ces lieux aura le même temps de parole. Et je vais commencer par justement le RDPC. Alors, est-ce qu'on peut revenir avec vous, cher monsieur, sur les grandes promesses qui sont celles du RDPC aujourd'hui et sur quoi est-ce qu'elles se fondent? Vous avez une casquette, je vote Paul Biya. Quelles sont les promesses du RDPC alors que l'on s'engage dans cette dernière semaine de campagne? Stéphane Mbarga, vous savez, un grand homme politique français disait: les promesses politiques n'engagent que ceux qui y croient. Pour dire que au RDPC, nous ne faisons pas de promesses politiques. Nous posons des actions politiques. Nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Il faut que ça soit bien clair. Les autres vont défendre leurs promesses tout à l'heure. Au RDPC, nous ne faisons pas de promesses. Nous sommes sur des chantiers. Nous avons des acquis, nous avons des réalisations, nous avons des choses à préserver. Le Cameroun n'est pas à reprendre au point zéro. Comme pour une baguette magique, comme disait notre champion, alors ceux-là vont bouger la baguette magique et tout de suite les choses vont se transformer. Beaucoup a été fait et il est question déjà de préserver ces acquis, notamment l'unité nationale, qui est très chère dans notre projet politique. Alors, votre slogan pour justement cette campagne 2025? Vous parlez de slogan, je ne sais pas si ce sont les mêmes mots que moi j'utilise. Alors, permettez qu'on soit au même niveau d'information. On nous a parlé de grandeur et espérance. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas un slogan. C'est vrai que je ne suis pas encore à ce niveau-là. Vous parlez des promesses politiques. Je ne suis pas encore au niveau de notre label politique. Allez-y. Comprenez, je ne sais pas si... allez-y, votre temps de parole est... C'est pour ça que je dis, quand vous me distrayez comme ça, c'est encore mon temps de parole que vous essayez de distraire. Non, je suis sur... Monsieur Messi, des œuvres politiques, sur l'action politique du RDPC. S'il vous plaît. Vous parlez de promesses, vous parlez de slogans, ça vous engage. Ça n'engage pas le RDPC. Alors, je vais reprendre la parole qui est la mienne pour qu'on soit véritablement... La vôtre, vous dites bien. Oui, j'ai dit la mienne sur ce plateau puisqu'il y a un modérateur ici. Nous avons convenu de la thématique et de ce qu'on va évoquer sur le plateau. Je crois qu'à votre niveau, puisque vous êtes structuré hiérarchiquement, le thème qui va de nos échanges est connu. Alors, je ne vous donne pas mes mots, je ne vous donne pas mon lexique, vous avez votre développement, mais le plateau est tenu. Et je voudrais qu'on reste sur ce schéma de fonctionnement. Vous avez 5 minutes, je me permets de reprendre le chrono et de vous donner vos 5 minutes. Rassurez-vous, vous ne serez plus interrompu. Tu as parlé pendant 1 minute. Ça me rassure. Pour dire que
au RDPC, nous sommes loin de tenir les promesses. Le RDPC a des acquis. Le RDPC a réalisé beaucoup de choses. Et le RDPC compte d'abord préserver ses acquis. Bien évidemment, tout n'est pas parfait. Et améliorer ce qui n'a pas été fait. C'est pour ça que je dis que nous restons sur des chantiers. Premier chantier, par exemple, c'est la consolidation de l'unité nationale. La sécurité, la paix, qui sont l'un des points de priorité de notre chantier politique. À savoir que les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, doivent vivre ensemble, dans l'unité. Maintenant, ramener la paix dans des régions où elle est effectivement menacée. Vous voyez, ce n'est plus une simple promesse. C'est ce que nous faisons depuis des années. Vous savez, gouverner un pays n'est pas un fleuve tranquille. Il y a des secousses par-ci. Il y a des réussites, des réalisations par-là. Et là où il y a des couacs, nous nous engageons à ce que les choses aillent de l'avant. Nos chantiers sur les libertés, la démocratie. Aujourd'hui, les gens peuvent s'exprimer. Il y a les médias. Il y a le respect des droits de l'homme. Il y a tous ces chantiers-là qu'il faut consolider. La culture de la démocratie. Le respect des libertés de l'autre. Parce que certains pensent souvent que la démocratie s'assimile au libertinage. Le respect des libertés des uns doivent être dans le projet politique du RDPC, de telle sorte que les gens puissent se mouvoir, que les gens puissent circuler librement, que les gens puissent exprimer leur opinion, que les gens puissent adhérer de façon simple à des rassemblements politiques, à des partis politiques de leur choix, que les gens puissent, dans le respect des lois et règlements de la République, bien sûr, nous devons consolider cet état de droit, bien évidemment, tant que chaque Camerounais ne mange pas, ne boit pas, ne satisfait pas ses besoins primaires, élémentaires, par l'accès aux services sociaux. Je crois que le chantier est loin d'être terminé. Je ne veux plus revenir sur les acquis, sur ce plan-là. Il est question tout simplement que, au niveau de l'éducation, par exemple, que ce secteur soit rénovateur. La formation, l'emploi. Aujourd'hui, nous sortons d'une économie néocoloniale qui était essentiellement basée vers un emploi salarié. Mais aujourd'hui, chaque Camerounais doit savoir que le défi qui l'interpelle, c'est d'avoir une formation où lui-même devient l'employeur, où lui-même devient la source de créateur d'emplois. Donc, je crois que c'est tous ces chantiers-là que nous devons consolider pour ce mandat que nous allons baptiser grandeur et espérance. Grandeur, pourquoi? Parce que justement, il y a ces vastes chantiers qui sont à consolider, à préserver et à parfaire. Maintenant, l'espérance, comme vous le savez bien, c'est cette vie meilleure, par exemple, l'émergence en 2035. C'est un cap qu'on a fixé à 10 ans. De ce point de vue-là, nous avons aujourd'hui les moyens, nous avons aujourd'hui des signes tangibles de croire que, et de se convaincre que l'espérance est visible, l'espérance est possible en 2035 pour ce pays que nous vous souhaitons tous émergent. Merci Émile Messi pour le respect du chrono. Je me tourne vers le SDF, représenté sur ce plateau par Vincent Alima Marga. Alors, vous avez dit, le chairman est sur le terrain, justement, il présente son projet de société aux électeurs camerounais, il fait des promesses. Quels sont justement les aspects sur lesquels le chairman insiste, Joshua aussi insiste, justement pour convaincre les Camerounais de lui faire confiance? Est-ce que les Camerounais, justement, qui l'écoutent, peuvent justement croire et adhérer à ce qui est présenté par le leader? Oui, et naturellement, Joshua aussi ne vient pas sur la scène parler ex nihilo. Il a eu à faire au moins 3 tours du Cameroun, tout au moins pour écouter les Camerounais et prendre en considération tout ce qu'ils ont besoin dans l'élaboration du projet politique. Et à partir de ce moment, il y a des constats faits. C'est-à-dire nous-mêmes, nous devons être
capables de savoir que là où nous allons, ce qui est fait ne nous amènera pas à bon port. Et nous énumérons un certain nombre de quoi qui devraient naturellement être corrigés. Et à partir de ces corrections, on élabore un plan d'action qui devra nous amener, parce que ce n'est pas une action où on croit que tout viendra de la tête. Nous élaborons à partir de la participation de tout le monde. Il faudrait bien que, à la base, nous sachions que pour que ça y aille, qu'on se développe bien et que naturellement, on ait la vie que nous voulons avoir. Alors, vous avez écouté les Camerounais. Qu'est-ce que les Camerounais vous ont dit, Vincent Alimambarga, justement, dans leur vie tous les jours? Qu'est-ce qu'ils voudraient voir améliorer ou alors voudraient voir changer pour que justement le chairman réponde à leurs attentes? Bon, les Camerounais déjà au quotidien, ce n'est pas très reluisant. C'est-à-dire le palier de la ménagère, parce que nous avons ce souci, il faudrait bien qu'on mange à notre faim. Oui. Nous avons à ce niveau élaboré un certain nombre de programmes qui devraient permettre que, au lieu de nous promettre, mais que nous-mêmes nous mettions à la tâche pour pouvoir satisfaire nos propres attentes. Nous ne pouvons pas continuer naturellement à attendre que le riz nous vienne de la Chine et que nous sachions pertinemment qu'on peut le cultiver ici. Que nous attendions à ce que l'éducation, qu'on va vous dire que éducation pour tous, et que nous sachions pertinemment que l'obligation qui manque à cette éducation ne permet pas à ce que tous les enfants soient à l'école à 8h, 9h, 10h, et que cela ne puisse pas nous garantir que on ne puisse pas voir les enfants qui errent. Donc il y a des petits constats qui font naturellement que même les projets que mon frère Émile Messi énonçait tout à l'heure, c'est des projets parfois que nous trouvons à corriger. Nous avons ces éléphants blancs que je ne veux pas critiquer ici aujourd'hui. Vous le pouvez, c'est votre temps de parole. Non, oui, c'est notre temps de parole, mais c'est des éléphants blancs qui, naturellement, me perdraient du temps parce que les gens voient que c'est des choses qui ne nous apportent rien. Depuis que vous avez construit l'Embe, combien de matchs s'y jouent? Beaucoup d'argent est parti. Comment est-ce qu'on peut rentabiliser ça? Et quand on va nous dire que ça fait partie des grands projets qu'on a mis en route, on commence à croire que même le port de Kribi qui attendait le chemin de fer, qui attendait un certain enrichissement pour l'exploitation optimale, ne pourra pas. Et à partir de ce moment, nous élaborons ce que les Camerounais eux-mêmes... Quelles sont les promesses donc que le chairman fait justement aux Camerounais qui espèrent ou alors qui pourraient lui faire confiance? Il faudrait d'abord qu'on tombe d'accord que beaucoup de choses que nous avons constatées ne vont pas. Oui. Si nous voyons la crise anglophone qui perdure aujourd'hui, ce n'est pas parce que le chairman qui propose la décentralisation, le fédéralisme est en train d'aller en déroute. Nous devons d'abord constater que l'État actuel nous a mis dans les problèmes actuels. Et que maintenant, pour quitter les problèmes actuels, il faudrait qu'on change d'étape. Et le SDF et le fédéralisme, c'est un vieux concept qui aujourd'hui, moi je suis fier de voir qu'il séduit de plus en plus de candidats. Beaucoup en parlent déjà dans leur programme politique, oubliant que la véritable alternative de ce qui s'est toujours passé dans le jeu présidentiel, c'est que le SDF avait toujours un programme qui était différent de celui de notre principal adversaire aujourd'hui, qui est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Parce que lui, il conçoit l'État, le pays sous un modèle unitaire, décentralisé, à régime spécialisé, je ne sais plus ce qu'on va encore ajouter. Mais nous, on se dit, cet État-là n'est pas l'État adéquat. Il faudrait bien qu'on retourne au fédéralisme. Pas celui que les gens pensent, que parce que nous avions eu un passé, parfois avec la République d'Angleterre, avec la France, avec l'Allemagne, non. Nous devons concevoir un fédéralisme capable de prendre en considération nos différentes ressources, nos richesses. Et à partir de là, nous construisons quelque chose qui aujourd'hui ne sera pas comme hier. Imaginez-vous que maintenant, les enfants vont à l'école à 7h30. Et si nous rendons compte que la journée est mal utilisée, nous ferons que l'école commence à 6h. Merci. Et qu'à partir de ce moment, les Camerounais devraient ressentir que quelque chose a changé, que ça ne sera plus comme c'était, on finit à 15h30, on peut commencer à 6h, on finit à 18h. Et ensuite, on a un canevas qui permet à ce qu'on se construise avec la responsabilité qui nous engage pour le bien de notre progéniture. Merci pour les 5 minutes respectées, Vincent Alimambarga. Merci. Je me tourne vers Martin Daniel Ufolo et Sono. Alors, vous revenez du terrain en compagnie de votre candidate, Madame Tomaino Ndam. Qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Qu'est-ce que les Camerounais vous ont dit? Et surtout, quelles sont les promesses, justement, que l'UDC fait à ceux-là qui seraient tentés, justement, de mettre le bulletin UDC dans l'urne dimanche prochain? Tu as mal fait de me laisser. Ok, je dirais d'abord que
Le programme politique de l'UDC est parti de ceci, de la situation actuelle du Cameroun, qui fait en sorte que les Camerounais aujourd'hui ont soif et ont véritablement soif du changement. Voici le problème du Cameroun. Voilà, nous avons un Cameroun qui s'appuie sur une béquille et nous avons une seule jambe et l'autre jambe a été amputée. Ceci, c'est pour dire quoi? C'est que ceux qui ont le pouvoir et qui ont confisqué le pouvoir jusqu'aujourd'hui ont laissé en marge les femmes. Et pourtant, lorsque nous regardons la carte du Cameroun, il ressort de là l'image d'une femme. Pourquoi? Parce que depuis le bas-fond, et même lorsqu'il faut intégrer toutes les dimensions de la chose, que ce soit le spirituel ou le mystique, ou alors la volonté de la population, la majorité de la population, il faudrait bien que les femmes soient présentes sur la sphère politique et qu'ensemble, nous puissions décider de l'avenir, de la destinée des Camerounais. Partant donc de cela, vous voyez le problème qui est le plus décrié sur le terrain et que nous tous, nous vivons dans nos maisons et partout, c'est que les Camerounais aujourd'hui sont conscients de ce qu'ils vivent ensemble. Ils ont toujours accepté de vivre ensemble, mais le véritable problème repose sur le manger ensemble. Il y a une minorité de personnes qui ont confisqué toutes les choses ou alors tous les avantages, qui ont confisqué les richesses ou les produits des richesses et les tombées des richesses du Cameroun. À côté de cela, la candidate Tomaino Ndamdjoya s'est appuyée sur le fait que les Camerounais sont victimes de beaucoup de discrimination. En avant, nous mettons l'égalité de genre et aussi l'intégration des personnes en situation de handicap. Oui. Parce que le Cameroun appartenant à tout le monde, il faudrait bien que chacun se sente concerné, chacun ressente que sa voix est écoutée et considérée. À côté de cela, il y a aussi que les Camerounais revendiquent le fait que le chef de l'État actuel est très éloigné de son peuple. Ils ont soif d'un nouveau chef de l'État. C'est ce qu'ils vous ont dit? Oui, ils ont soif d'un nouveau chef de l'État qui restera ou alors qui va maintenir la proximité avec son peuple. Et en cela, nous retrouvons cela en la femme. Parce que la femme, en tant que mère de l'humanité, est celle-là qui donne la vie. Et parce qu'elle donne la vie, elle préserve la vie, elle accompagne la vie, elle protège la vie, elle fait tout ce qu'il faut, elle se sacrifie pour la vie humaine. Et elle connaît mieux les problèmes de la population, elle connaît mieux les problèmes des humains, elle connaît mieux les problèmes des Camerounais. Elle se bat pour que, malgré les difficultés, que chacun puisse sortir un peu la tête de l'eau. Et c'est la femme, effectivement, qui est indiquée aujourd'hui pour relever le Cameroun qui est en train de foncer dans le chaos si rien n'est fait. Merci. C'est vrai que ça ne fait pas 5 minutes, mais on va... Bon, je pourrais continuer, j'ai eu l'impression... Je vous relance, puisque justement, il faudrait que vous ayez le même temps de parole que les autres. Alors, vous avez fait un état des lieux. La question genre est importante dans votre proposition aux Camerounais. Justement, quelles sont les promesses que Madame Dam fait si elle est élue, puisqu'il n'est pas question que de femmes. Le Cameroun, c'est vrai que les femmes sont nombreuses, mais il y a aussi les hommes. Est-ce que le projet qui se fédère autour de Mme Patricia Tomaino Ndam rassemble et prend en compte toutes les spécificités, et les hommes, les femmes, les vieux, les petits? Est-ce que tout le monde se retrouve dans ce projet, Madame? Oui, effectivement. Avant d'aller plus loin, je vais revenir sur ce que j'ai déjà dit, à savoir, lorsque je mets la femme en avant, c'est d'abord parce que, vous savez, lorsqu'on entre en politique, on vient pour apporter des solutions par rapport aux problèmes qui sont posés. Et parmi ces problèmes, nous avons donc la discrimination entre les hommes et les femmes, dont les femmes qui sont restées en arrière. Donc, c'est par rapport à cela que, dans notre projet de société, ou alors parmi les causes que nous défendons, nous mettons un accent sur les femmes parce qu'il faudrait que dorénavant, que ce soit de manière équitable, que nous soyons assis autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays. Encore est-il que la femme est celle-là qui garantit le mieux le fait que toutes les populations, ou alors les jeunes, les femmes, les hommes, et je ne sais pas trop quoi encore, aucun de ceux-là ne pourrait se sentir... dans une société comme celle du Cameroun, vous pensez véritablement que ce projet-là est réalisable dans ce délai-là, remplacer les femmes au pouvoir, remplacer les hommes au pouvoir par des femmes avec qui, justement, on discuterait de façon égale? Moi, je pose une question que les Camerounais vont se poser aussi. Pourquoi pas? Nous sommes au XXIe siècle. Oui. Si les mentalités n'ont pas évolué jusqu'à aujourd'hui, alors il y a un problème.
Et le problème vient de quoi? De ce que dans nos cultures ou alors dans nos villages, nous n'avons pas appris à nos enfants, nous n'avons pas laissé libre penser à chacun de nous de concevoir ou alors d'intégrer le fait que la femme est un être humain, tout comme l'homme, et que la femme en réalité a été créée même pour donner le goût à la vie, pour venir compléter ce que l'homme n'a pas pu faire, pour amener même l'homme à voir ce qu'il n'arrive pas à voir. Parce que c'est grâce à la femme que vous, les hommes, vous pouvez voir et comprendre ce que vous ne comprenez pas. Et c'est pour cela qu'on dit même que la femme a une plus grande intuition. Merci. Cette fois-ci, vos 5 minutes sont accomplies. Je me tourne du côté de l'UNDP et Leonid Nfoum. Alors, le président Belbouba Maïgari est un baobab de la scène politique au Cameroun. Ce n'est pas un secret, comme le président Biya, comme le président, le chairman. Aujourd'hui, alors qu'on parle de campagne, certainement des promesses sont faites. Alors, je vous demande, état de lieu et peut-être promesses pour votre premier tour de parole. Oui, permettez-moi, Stéphane, un propos liminaire pour éclaircir un certain nombre de choses. Fort heureusement, la personne à qui je m'adresse à son représentant sur ce plateau, le FSNC, pour dire que depuis un certain temps, des adeptes d'un parti politique qui n'est plus en course se sont alliés aux siens et ils sont en train de reconduire les méthodes politiques qui ont fait la ruine de notre environnement politique, à savoir s'attaquer à des individus et à leur coller des choses qui ne sont pas justes. Ils disent par exemple du ministre d'État Belobouba qu'il n'a jamais démissionné. Or c'est factuel. Il y a un ministre du tourisme et des loisirs qui l'a remplacé. Oui. C'est aussi factuel que ils disent que tout le monde n'aurait pas démissionné chez nous. Même chez eux, tout le monde n'a pas démissionné. Il y a un sénateur dans ce parti politique qui a été nommé et qui existe. Donc moi je dis, je suis heureux à ce que le CNC nous ait recadré pour que nous revenions sur les projets politiques et je veux leur dire que s'ils veulent qu'on s'enroule dans la gadoue, on va le faire. Ils n'ont pas le monopole de ce genre de méthode-là. Alors s'il vous plaît, M. Leonid Nfoum, nous sommes en période de campagne, on va faire attention. Est-ce qu'il y a une communication officielle du FSNC qui est allée dans ce sens de tenir de tels propos vis-à-vis du ministre d'État Belobouba Maïgari? Est-ce que de façon officielle, puisque le FSNC a ses représentants, a sa communication, est-ce qu'il y a eu un communiqué qui engage le FSNC et qui met en avant cette démission non constatée du côté de l'UNDP et qui pourrait discréditer la candidature du président Belobouba Maïgari? Je vous réponds tout de suite non. Mais le fait que nous constatons sur notamment la toile, les réseaux sociaux, c'est que notre candidat est attaqué par ces groupuscules-là. Donc, et c'est fait de manière constante. Voilà. Donc, lorsque je l'ai dit, je vais revenir à votre question. Oui. Alors, la question, vous la posez, mais nous vous disons, le constat que nous faisons, c'est que notre nation est abîmée. Elle est en lambeaux, elle est en déliquescence. Les gens s'affrontent, s'insultent à longueur de journée. La fraternité qui devrait exister n'est plus de mise dans notre nation. Donc le tissu social est délité. La pauvreté des populations est devenue endémique alors que le devoir de l'État, c'est de rendre ces populations pauvres. Mieux, nous nous rendons compte qu'une minorité s'est accaparée de l'essentiel des richesses au détriment de toute la population. Donc, une minorité à tout prix, et alors que la grande majorité se retrouve dans la pauvreté. Voilà les problèmes qu'il faut résoudre. Et le ministre d'État, Belobouba, aujourd'hui candidat à la présidentielle, quel est le programme qu'il propose? Je vais l'indiquer en 3 grands moments. Allez-y. Le premier moment, c'est ce que j'appellerais des actes politiques pour redonner du lien à notre unité nationale. Et quels sont-ils? Eh bien, c'est que nous avons des crispations liées à notre processus démocratique qui a fait en sorte que nous avons des détenus d'opinion dans notre pays. Il est de ces détenus d'opinion comme des prisonniers de la crise anglophone qui sont nombreux dans nos prisons. Et le ministre d'État dit qu'il prendrait une loi d'amnistie pour ce type de personnes.
pareil aussi pour... Donc c'est la première promesse du candidat Bello Bouba Maïgari. Oui, parmi les actes politiques forts qui vont marquer ses premiers 6 mois de gouvernance, si jamais les Camerounais les lisent. Deuxième grand aspect, toujours sur des prisonniers d'opinion, les militants de ce parti-là, c'est-à-dire du MRC, qui ont été happés sans ménagement. Certains même étaient dans leur maison. Ils ont été happés. Il y a aussi parmi ces détenus d'opinion-là, certaines autres personnalités anciennement de notre gouvernement. Et dans une sortie dans un média, le candidat Bello a dit que ces ministres-là, qui ont été condamnés vraiment par des caprices, seront eux aussi remis en liberté afin qu'ils puissent venir nous aider au nom de l'expérience qu'ils ont à construire ce pays. Donc voilà le premier pan. Le second pan des actes politiques, eh bien c'est que la mémoire de notre tout premier président de la République, la dépouille notamment, qui se trouve aujourd'hui à l'extérieur, sera ramenée au Cameroun, lui, son épouse et aussi sa fille qui est décédée du côté de Dakar au Sénégal, afin que la nation puisse lui donner des obsèques dignes de ce nom. Et pour les autres héros de l'indépendance, le candidat Bello a proposé qu'un panthéon soit érigé et que honneur soit fait à ces différentes figures de notre indépendance. Et lorsque ces lois d'amnistie auront été mises en œuvre, il propose comme autre acte politique majeur qu'un grand dialogue, appelez-le comme vous voulez, mais cette fois-là inclusif. Il dit qu'il va tendre la main aux séparatistes pour signer avec eux un accord de paix afin que la paix, n'est-ce pas, puisse revenir dans les régions anglophones qui sont des régions à part entière de notre pays. Voilà pour les grands axes, les grands actes politiques. Maintenant, les réformes. Alors, on va mettre un break à votre prise de parole puisque les 5 minutes qui vous étaient dédiées sont achevées, mais on va revenir vers vous. Si on peut justement avoir déjà dire bonsoir d'abord aux représentants du FSNC sur le plateau, le FSNC du président Issa Chiroma Bakari, Dr Jean-Moïse Mbok, bonsoir. Bonsoir Stéphane, bonsoir à mes co-discutants, tout en présentant mes excuses aux téléspectateurs d'ici et d'ailleurs. Permettez-moi de saluer le top management, toutes les équipes techniques et naturellement tous les partis politiques en lice dans ce grand combat et spécialement ceux du Front pour le salut national du Cameroun, éclairé et accompagné par le président Issa Chiroma Bakari. Merci pour l'invitation. Alors, je ne vous demande plus comment est-ce que la campagne se déroule. Ceux qui sont attentifs ont pu observer et constater le déploiement assez spectaculaire de Issa Chiroma Bakari. Je vous permets, avant que vous n'entriez dans le temps de parole qui est le vôtre, justement de réagir aux propos du représentant de l'UNDP sur le plateau qui accuse justement certains de vos alliés officiers ou non officieux. Vous nous expliquerez. Est-ce que vous reconnaissez dans les propos tenus par le représentant de l'UNDP sur le plateau? Est-ce que le FSNC manœuvre dans l'ombre pour discréditer le candidat Bello Bouba Maïgari? Alors, il faut rappeler, et nous l'avons dit depuis le début, notre coalition c'est avec le peuple. C'était ça notre objectif et nous l'avons atteint. Ce qui fait que nous avons appris dans le processus à esquiver les pics, à esquiver les provocations et les allusions, parce que justement, c'est énergivore, se retrouver à expliquer ce qu'on ne comprend même pas, ce qui n'est même pas dans nos têtes. Et voilà, certains font la politique en étant dans la suspicion totale, d'autres font la politique étant concentrés sur les activités qui sont les leurs. Maintenant, au FSNC, nous ne connaissons pas de fusion ou de partenariat absorption. C'est-à-dire que si vous venez travailler avec nous, vous gardez votre identité. Mais la ligne, la vision est la nôtre. Si nous venons travailler avec vous, nous respectons ce que vous faites. C'est ce que j'essaie de dire. Je voudrais justement, puisque nous avons un temps de parole qui est assez cadré, je vous donner 1 minute et je vous poserai une question précise. Est-ce que le FSNC manœuvre dans l'ombre? Je mets justement dans l'ombre pour discréditer la candidature du ministre d'État Bello Bouba Maïgari, comme le prétend son représentant sur ce plateau. Je dis non, et tout en majuscule.
Et maintenant, je dis que même le RDPC, on n'attaque pas. Pour vous dire. C'est-à-dire que nous sommes dans une dynamique d'échanger avec les populations. Et dans la dynamique qui est la nôtre, vous voyez le résultat. L'échange est évident. Parce que nous ne passons pas notre temps ailleurs. Merci. Nous sommes sur le travail et sur le terrain. Alors, on va donc revenir à ce qui est de notre problématique de ce soir, les promesses de campagne. On vous permet de faire d'abord l'état des lieux du Cameroun que vous, qui êtes sur le terrain, connaissez. Et surtout, on vous permet de faire et de remettre en avant des promesses de campagne qui sont celles du président Issa Chiroma Bakari. En 5 minutes. D'accord, merci une fois de plus pour cette opportunité. Je tiens d'abord à rappeler que ceux qui viennent en politique, très souvent, viennent avec de très bonnes intentions. Très souvent. Et puis sur le terrain, malheureusement, il y a des réalités qui vous rattrapent. Et si vous n'avez pas de vision, si vous n'avez pas un objectif clair à atteindre, vous vous laissez donc embarquer dans les promesses fallacieuses. Au FSNC, promesse pour nous, c'est engagement. Oui. Et l'engagement que nous avons pris était d'abord d'écouter les populations. Il vous souvient qu'au début, ici, quand on parlait de ce que nous allons faire, les gens nous prenaient un peu pour des... Mais qu'est-ce que vous racontez? Allez directement sur le projet. Et nous avons toujours dit non. Les Camerounais doivent être écoutés, ils doivent être respectés, ils doivent être considérés. C'est pour ça que nous avons mis en avant les 6 chantiers de la manifestation de la transition que nous appelons de tous nos voeux. Et la première conclusion, c'est la rupture. Rupture avec une attitude gouvernante difficile. Les résultats sont là. Rupture avec une approche, j'ai envie de dire comme ça, passive de la lutte contre la corruption, de la question du chômage, de la question même de l'économie. Bref, on a envie de dire que beaucoup de choses sont faites mais sont mal faites. Et nous disons donc, ok, il y a une volonté quand même de faire des choses, mais on peut mieux faire. Et parce qu'on peut mieux faire, comment on fait mieux? Voilà la dynamique du FSNC. Et dans cette dynamique-là, on dit qu'il faut d'abord rompre avec cette façon de procéder. Deuxièmement, il faut intégrer le dialogue social. Nous y tenons énormément. À ce niveau, vous rejoignez l'UDC qui aussi prône une certaine proximité entre les leaders et justement le peuple. Tout à fait. C'est même la logique de la politique en fait. On ne fait pas la politique pour soi. On fait la politique pour les autres. On se donne aux autres, on donne son intelligence aux autres, on donne son entrain aux autres, on donne ses capacités, ses compétences aux autres. C'est pour ça qu'on fait la politique en fait. Il n'y a pas d'aventurier dans ce métier-là. Et maintenant, je vais rappeler que vous avez constaté que la majorité des partis politiques ont quand même eu cette ligne. Et la ligne qui est celle de l'écoute et de la recherche de solutions pour tous les autres. Mais nous, au FSNC, nous avons pris du temps, beaucoup de temps, à écouter les gens, à prendre leurs avis, leurs points de vue, leurs opinions, en respectant simplement le dialogue social, oui, qui est la prise en compte de la volonté générale, qui est le 3e pilier du dialogue social. Nous l'aimons beaucoup. Et dans cet échange, on a pu créer un réseau incroyable dans la nation. Un réseau avec les différentes bases que nous avons pu créer, avec les alliés que nous avons eus, les partenaires que nous avons eus. Nous avons pris la peine d'écouter individuellement les gens. Et dans cette écoute, on a donc pu voir les problèmes qu'il y avait, mais aussi avec nos différents partenaires, réfléchir aux solutions qu'il fallait apporter à ces populations-là. C'est pour ça donc que l'engagement que nous avons pris devant les populations, c'était la rupture. Après la rupture, il fallait faire un état des lieux, l'état des lieux de la gouvernance, l'état des lieux de nos ressources, l'état des lieux de nos biens, l'état des lieux de notre sous-sol, de l'éducation, de la santé, bref, un état des lieux complet du Cameroun. Et quand on a fait l'état des lieux, maintenant on parle de la refondation au FSNC. La refondation étant, voilà ce que vous voulez, voilà ce que nous proposons de faire. Et dans cette dynamique, on a trouvé l'assentiment des populations. Alors, à ce niveau, le président Chiroma promet une transition de 5 ans. Est-ce que vous aurez le coup de franche, au cas où vous êtes, votre discours séduit les Camerounais, de faire tout ce que vous dites là, en 5 ans? Est-ce que là encore, on ne s'engage pas dans des manœuvres politiciennes et des promesses fallacieuses faites aux électeurs? La promesse du président Chiroma, c'est 5 ans 2 fois. C'est-à-dire que c'est 10 ans. Oui. Toute personne qui prend le pouvoir désormais, dans la logique que lui va mettre sur pied, c'est 5 ans 2 fois. Et je dis que, vous savez, au FSNC, nous ne nous prenons pas pour ceux qui savent tout. On sait toujours que tous les autres sont importants, les autres comptent. D'où le principe du parti de la main tendue. Nous savons que la gouvernance est comme une course de relais. Au FSNC, on fera 10 ans et on va passer le relais à d'autres. Mais ça va être strict et encadré, de manière à ce que celui qui prend le pouvoir après le FSNC sait désormais qu'il doit rendre compte aux populations. Il sait désormais que c'est le peuple qui est au pouvoir
et non le contraire. Il sait désormais que nous sommes dans une dynamique qui peut nous prendre 20, 30, 40, 50 ans, mais comme il y a diverses ressources dans la nation, dont les femmes, comme l'UDC présente, pourquoi pas une femme au prochain terme? Parce que justement, la dynamique de la nation convoque les différentes intelligences, les différentes compétences. Donc aujourd'hui, je pense que la mondialisation qui nous attend demande des Camerounais responsables et sérieux. Oui. Avec les ressources que nous avons, où est-ce que nous pouvons aller? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Avec qui nous pouvons faire ce travail-là? C'est ce que le FSNC fait. C'est pour ça que vous voyez, les partenaires se multiplient, viennent de partout. Parce qu'ils ont compris que chez nous, la porte est ouverte, ce qu'ils proposent est acceptable. Nous en parlons, hein, et puis nous voyons où nous les mettons. Et chaque partenaire qui vient chez nous sait déjà ce qu'il va faire demain. C'est ça la particularité du FSNC. Merci Jean-Moïse Mbok. On va dire qu'avant le break de 18h, on aura, pour ce qui est des 5 partis politiques en présence sur ces lieux, 2 minutes 50 à chacun pour qu'on puisse respecter de façon équitable le temps de parole qui est dédié à toutes les formations. Je vais commencer par le RDPC, monsieur Émile Messi. Alors, vous dites, vous avez le vécu, vous avez les réalisations, vous avez justement vos certitudes, mais qu'est-ce que vous promettez donc à ceux qui nous regardent? La continuité, la stabilité, la poursuite de l'œuvre immense que le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, mène depuis 43 ans à la tête de l'État. Ce n'est pas une baguette magique, c'est du concret. Et vous avez vu tout à l'heure, vous étiez vraiment dans ce que vous appelez promesses politiques avec les partis politiques représentés ici. Vous voyez. Mais, permettez-moi de faire aussi une discussion. C'est votre temps. C'est-à-dire que mon compatriote porte-parole de l'UNDP a dit quelque chose d'entrée de jeu. C'est très important. Ce parti, puisqu'il est représenté sur ce plateau, a fait pire par son propre leader, Abamenda. Ce candidat à l'élection présidentielle du 12 octobre a magnifié, reconnu, adulé, salué son amitié avec ceux qui nous pillent depuis, ceux qui nous assassinent, les sécessionnistes, ces rebelles. De ce côté-là, en reconnaissant solennellement, juste pour avoir ce qu'il appelle la popularité, l'adhésion, ce pays est régi par des lois. Et je crois que cela est susceptible de poursuite conformément à la loi. Pactiser avec ceux qui ont fait du mal à ce pays. Quand je parle à Yafon, quand je pense à tous ces enfants assassinés, quand je pense à mon ami personnel qui a été enlevé, déporté jusqu'aujourd'hui, le sous-préfet de Batibo, c'était 11 février 2018, précédemment ancien sous-préfet de Mvengue chez moi. Ce monsieur est parti dans les mêmes conditions. Mais qu'un candidat à cette haute fonction se manifeste aussi de façon irresponsable pour dire oui, je suis l'ami de ces criminels. Je crois que c'est pire que ça. Merci. Vous revenez à votre question. 2 minutes 50, c'est achevé. Voilà. Monsieur Émile Messi. Merci. On respecte le temps. On revient vers vous. Je prends le SDF. Justement, lorsque l'on évoque cette périple de la campagne, c'est cette vision du chairman, ces promesses. Sur quoi est-ce que vous ancrez ce mandat si les Camerounais vous font confiance? Naturellement, nous allons permettre à ce que la crise anglophone puisse connaître un terme assez rapide parce que nous avons été ceux-là qui tirons les sonnets d'alarme, les signes avant-coureurs que quelque chose est en train d'arriver si jamais nous ne prenons garde. Et la crise y est, qui se mue en une guerre naturellement qui fait perdre la vie aux hommes en tenue et aux populations civiles. Nous avons une formule parce que naturellement, nous pensons qu'avec ce que nous avons de l'idée du fédéralisme, nous devons redonner la population aux populations d'un certain nombre de richesses qu'ils croient appartenir à Yaoundé. En quoi ce fédéralisme serait-il différent de la décentralisation qui est en train d'être implémentée? La décentralisation vous montre de telle manière le fait que ça vienne de l'extérieur, que c'est Yaoundé qui vient faire pour vous. Par contre, le fédéralisme voulait que vous fassiez pour vous-même. Donc, quand on va reconstruire un hôpital qui a été brûlé par les enfants de Bamenda,
il faudrait bien qu'ils comprennent que c'est... Non, pas les enfants de Bamenda, pas les terroristes. Non, je prends un exemple. Non, même si ce sont les terroristes, ce sont nos enfants qui sont juste entrés en brousse et qui sont mécontents. Donc il faudrait bien qu'ils comprennent que cet hôpital a été construit pour que lorsqu'ils seront malades, ils se soignent. Mais qu'ils ne voient pas que c'est Yaoundé qui vient construire son hôpital à Bamenda au lieu que Bamenda construise lui-même son propre hôpital. Donc cette appropriation de projet fera en sorte qu'on change de paradigme et que nous voyons à quel niveau est-ce que le sens inverse devrait nous amener à mieux construire la tête que de nous asseoir à Yaoundé et dire ce qu'on doit faire dans l'arrière-pays. Donc nous pensons que dans ce genre d'ouverture, nous pouvons contribuer parce que nous voyons comment est-ce que le Cameroun a cheminé. Je vous parle depuis 1990, que le SDF a toutes les courses électorales présidentielles, nous y sommes. Ce n'est pas parce que nous voulons seulement y aller pour les beaux yeux des gens, mais parce que nous voulons appeler à une contribution. Merci. Souligner certaines choses que même si nous ne sommes pas au pouvoir, que celui qui est trouve la pertinence et de les élaborer. Merci. Ça, c'est ce que merci à vous du SDF. Madame Befolo, quels sont les premiers gestes forts de la candidate Tomaino Ndam, si bien évidemment les Camerounais lui font confiance le 12 octobre prochain? Eh bien, la candidate Tomaino Ndam Dioya promet la réduction du nombre de ministres de plus de la moitié. Donc nous aurons dorénavant 15 ministres, parmi lesquels 7 femmes. 15 ministres, c'est possible quand même? 15 ministres, 8 hommes. Parmi lesquels 7 femmes et 8 hommes. Voilà. Bon. Il sera mis en place un gouvernement d'union nationale pour appliquer le programme commun consensuel des regroupements des forces du changement. Elle promet aussi la libération des prisonniers politiques, la réduction de peine pour certains détenus de droit commun. Donc au niveau de la nouvelle constitution, donc, il sera question d'élire un vice-président aux côtés du président, oui. Un premier ministre issu de la majorité parlementaire, la réforme consensuelle du code électoral, séparation nette entre exécutif et législatif, sénateurs 100% élus, plus de sénateurs nommés. Oui. Voilà. Indépendance du pouvoir judiciaire, la Chambre des comptes passera à la Cour des comptes, retour à l'État fédéral et des États fédérés, instauration d'un code médiatique, réforme de la chefferie traditionnelle, reconnaissance de la double nationalité. Alors, à ce niveau, puisqu'il vous reste 50 secondes, est-ce que Mme Tomaino entrevoit elle aussi faire bouger la limitation du mandat, puisque c'est un programme assez chargé? Est-ce qu'elle peut le faire en 5 ans, en 7 ans, en 10 ans? Quel est son timing pour son programme? Effectivement, notre candidate parle d'un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Oui, comme le FSNC. Oui. Merci, chère madame. Je prends l'avis de l'UNDP sur le plateau. Premier geste fort du président Belobouba Maïgari, une fois élu. Je continue avec mon énumération. Je finis avec les actes, les grands actes politiques. Donc, le président Bello s'engage à former un gouvernement de large ouverture qui devrait prendre en compte tous les Camerounais et la plupart de ceux qui viennent dans la plateforme qu'il a construite, n'est-ce pas, la coalition, et qui voudront bien servir leur pays. Maintenant, je vais au second moment, les réformes. La première réforme serait effectivement celle de notre Constitution pour faire du mandat présidentiel un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. L'âge également de la majorité en termes de vote sera à 18 ans. Nous allons le mettre à 18 ans. La justice sera elle aussi, n'est-ce pas, parmi ces réformes-là pour en faire un véritable pouvoir. Vous ne pouvez pas construire une démocratie avec une justice qui est une autorité aux ordres du chef de l'État et penser que vous êtes en train de construire la démocratie. Et aussi, l'autre réforme, et la dernière que je vais indiquer ici, c'est au niveau du code électoral. Il faut qu'ensemble, les Camerounais s'asseyent pour que le code électoral puisse être consensuel. Ça amènerait de la redevabilité au niveau des hommes politiques. Maintenant, le troisième axe que j'indique, 50 secondes. Le troisième axe que j'indique, c'est l'axe économique. On ne peut pas refaire, n'est-ce pas, redonner du lien à notre nation tant que les Camerounais ne peuvent pas manger à la fin. Donc, il faut porter la croissance du Cameroun
à au moins 8%, nous pouvons faire mieux. Donc, et ce surcroît de richesse que nous allons produire va nous aider à mieux financer nos services sociaux de base. Vous savez que l'école est payante aujourd'hui, bien que l'on veuille dire tout ce que l'on va dire. Cette école sera gratuite jusqu'à au moins l'âge de 18 ans. L'eau, nous en manquons. L'électricité est tatillonne. Les routes même sont dans un piteux état. Il faut les refaire. Il faut donner de bonnes conditions de rémunération à nos fonctionnaires et aussi aux citoyens camerounais dans l'ensemble. Merci. Voilà. Vous nous devez 12 secondes. Je donne la parole au représentant du FSNC. Le jour des actes forts, le premier jour, les 6 premiers mois de Issa Chiroma Bakary, si les Camerounais lui font confiance. Le FSNC, c'est le parti de l'action concrète sur le terrain. L'action concrète sur le terrain. Ceux sur qui cette crise hideuse est née et qui ont été incapables de résoudre cette crise, aujourd'hui crient, sont étonnés, sont surpris quand un homme d'État se lève et vous montre comment on gère les concitoyens. Le président Chiroma est allé demander pardon, s'est excusé auprès de ces gens qui l'ont accueilli, parce que c'est tout ce qu'il demandait au chef d'État actuel, qui est resté sur ses grands chevaux au lieu d'aller vers les citoyens et arranger les choses. Mais non, il n'y a pas de liens sulfureux avec des leaders ambazoniens qui les leaders créent la mort et le chaos de ce côté-là. Les leaders ambazoniens ont été créés, ont été fabriqués par justement le mur qu'ils ont rencontré en face d'eux. Vous savez Stéphane, votre enfant devient rebelle quand vous voulez lui montrer que vous êtes un ancien bandit, au lieu de lui montrer comment on peut mieux faire les choses dans la vie. Je ne cautionne pas ce qui a été fait. Nous le dénonçons avec la dernière énergie. Mais nous disons, et mon frère du ESF l'a dit, ce sont nos frères, ce sont nos enfants. Nous allons tous les ramener. Pendant que les autres parlent, disent qu'on va résoudre la crise. Issa Chiroma Bakary vous montre comment on résout la crise. Maintenant, comme les gens sont foncièrement vicieux, foncièrement méchants, ils savent tourner la chose pour dire que c'est même, on peut même poursuivre. Mon Dieu, vous voyez qu'il n'a même pas pu dire ce qu'il doit faire. Il faut toujours s'attaquer aux autres. Mon Dieu, et changer un peu. Nous allons donc dans les axes qui sont les nôtres. Premier axe, il n'y a pas de souci, c'est ramener la paix et la sécurité dans le pays. C'est notre premier axe. S'il n'y a pas de paix, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a rien. Et nous allons parler au Camerounais le langage de la vérité, de la franchise. Le Cameroun sans le nord-ouest n'est pas le Cameroun. Le Cameroun sans le sud-ouest n'est pas le Cameroun. Nous voulons donc ramener le pays dans sa globalité et dire aux Camerounais, pardonnez-leur, laissez ce qu'ils ont fait hier. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Merci. Et nous voulons la paix aujourd'hui au Cameroun. Pardonnez le RDPC, prenez le FSNC. C'est une chose nouvelle qui commence. Merci Jean-Moïse Mbor de Écho de campagne. Nous sommes toujours avec l'information politique en lice pour la présidentielle du 12 octobre prochain. Les Camerounais auront donc à choisir qui dirigera pendant 7 ans ou pas, puisque les Camerounais, les candidats promettent la réduction du mandat présidentiel. Pour ce qui est justement des presque 50 minutes qui vont nous rester, on va toujours rester sur les promesses de campagne, mais on va essayer de segmenter et de voir ensemble, en fonction des secteurs prioritaires pour les formations politiques, ce sur quoi elles vont s'appesantir en urgence. Alors, on va vers un nouvel exercice et je vais toujours commencer par le RDPC qui est représenté sur ce plateau par M. Émile Messi. Alors, M. Émile Messi, 4 secteurs prioritaires tels que déclinés et définis par votre candidat et surtout ce que vous allez mettre en termes de contenu dans ces secteurs-là. D'abord, Stéphane, vous avez constaté tout à l'heure que tous disent nous allons réduire le mandat du président de 7 ans à 5 ans, renouvelable une fois. Nous allons faire ceci une fois que nous avons le pouvoir. Nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Ignorant que la réforme des institutions obéit à un mécanisme précis. Oui. Qu'est-ce qu'ils feront? L'élection présidentielle du 12 octobre, c'est dimanche prochain, dans moins de 6 jours. Alors, une fois élus, ces réformes vont se faire sur non. Il y a quand même une constitution qui est là, et qui a prévu un certain nombre de mécanismes. Nous avons 3 pouvoirs qui régulent une société. Le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Dans son essence, le pouvoir appartient au peuple. Personne ne vous a dit que nous irons aux élections.
législatives, ou bien nous allons anticiper l'élection des sénateurs, pour qu'on puisse avoir, avec notre projet de société, présenté au peuple pour qu'il nous donne la majorité au Parlement, et qu'on puisse donc réviser les lois qui sont là par rapport à ce que nous souhaitons là. Personne ne vous l'a dit. Nous allons faire comme ça, nous allons faire comme ça. Je dis c'est de l'amateurisme. Pour revenir à ce que vous étiez en train de dire. Oui. Ces secteurs prioritaires sont dans notre profession de foi. Nous avons parlé d'abord tout à l'heure de la paix, la préservation de la paix, la sécurité nationale, l'intégrité nationale. C'est une préoccupation première. Les Camerounais doivent vivre ensemble. La consolidation de la démocratie. Vous voyez avec notre constitution de 1987, qui réforme les institutions actuelles, notamment la décentralisation. Je ne veux pas revenir sur le Parlement et tout ce qui a été mis en place, le Conseil constitutionnel et toutes ces institutions qui ont été créées. Mais aujourd'hui, le grand chantier qu'il faut parachever, c'est bien évidemment la décentralisation. Avec les organes qui sont mis en place, notamment les derniers organes, c'est les régions. Les communes sont déjà là. Tout ce que nous allons accélérer pour parfaire ces institutions, notamment en matière de décentralisation, c'est la mise en œuvre effective de tous les moyens qui consolident cette décentralisation, à savoir l'accélération du processus du transfert des compétences et des moyens. Oui. De telle sorte que les compétences transférées en matière d'éducation, ça beaucoup de gens ne savent pas. Quelles sont les compétences transférées en matière d'éducation au niveau de l'enseignement primaire, où la commune a des coups de franche là-dessus pour réformer l'enseignement primaire. Par exemple, nous parlons de l'école productive au niveau de l'enseignement primaire. Nous n'avons plus besoin d'avoir les mêmes programmes éducatifs dans le sud, dans la forêt, que dans le Sahel. Est-ce qu'à partir des communes, on peut réformer les programmes, les mettre en œuvre pour que l'école qui est mise en place soit adaptée à l'environnement économique, ce que nous appelons l'école productive. Oui. Ça, les compétences seront transférées à ces CTD, notamment la commune. Au niveau régional, l'enseignement secondaire, nous avons fait de même, c'est-à-dire nous parachevons la mise en place de ces institutions-là pour que les ministères en charge de ces secteurs-là ne soient plus trop au cœur. Voilà les grandes réformes qui ne nécessitent pas... Vous avez évoqué la paix, vous avez évoqué l'intégrité territoriale, vous avez évoqué la décentralisation avec le pouvoir... Avec le pouvoir sur l'éducation et dans l'armée, même pour la santé. Ce que je vais vous dire là, dans le cadre de la décentralisation, qui devrait donc s'opérationnaliser dans le cadre des pouvoirs transférés et des ressources. Voilà tout ce que les Camerounais attendent aujourd'hui. Nous avons, au nord-ouest et au sud-ouest, des statuts spéciaux. Nous allons expérimenter ces statuts. S'il y a des résultats, pourquoi ne pas étendre ce qui est fait là-bas dans d'autres régions également? Ce n'est pas interdit. Mais nous disons, toute réforme institutionnelle, c'est vrai, la Constitution, après 30 ans, devrait normalement être revue. Et je pense que s'il y a des réformes à faire là-dessus, le chef de l'État va présenter le projet au Parlement sur le mécanisme de la Constitution ou par voie référendaire. Voilà comment on réforme les institutions. N'ayant pas dans la majorité au Parlement, mais qu'on dise qu'on va faire comme ça, on va faire comme ça, j'ai l'impression que c'est un peu de l'amateurisme en matière de la gestion des institutions. Nous comptons donc rendre les institutions fortes pour que lorsque les institutions fonctionnent, qu'elles soient au-dessus des individus que nous sommes, qu'elles soient au-dessus de la vision qu'un individu peut avoir, mais que le pouvoir reste au peuple et que le peuple l'exerce par le chef de l'État et par le Parlement, comme c'est prévu. Merci, Monsieur Émile Messi, pour le respect et des 5 minutes à vous octroyées. Je me tourne vers Vincent Alimambarga pour qu'il nous parle des réformes en urgence du chairman, une fois élu. Si les Camerounais lui font confiance, le RDPC évoque la paix, la décentralisation axée sur des pleins pouvoirs en termes d'éducation, les questions sanitaires aussi en urgence. Vous, au SDF, qu'est-ce que vous proposez? Déjà, le SDF va aller dans la logique de corriger ce qui ne va pas, parce que naturellement, nous avons
bataillé pendant longtemps pour y accéder et nous pensons que c'est le dernier tournant pour que nous y arrivions. Le chairman John Frundi a fait à son temps et maintenant l'honorable Joshua aussi est en train de parachever un combat que nous menons depuis très longtemps. Nous avons une crise institutionnelle qui naturellement ne nous permet pas d'avancer et dans la réforme des institutions nous nous sommes donné 365 jours. Nous avons... Un an? Oui, un an naturellement pour parvenir à observer les différentes étapes qu'Émile Messia a voulu nous faire comprendre, qu'il faudrait passer par l'Assemblée, parce que naturellement le vrai problème de ce pays réside entre 92 et 97, où naturellement comme nous étions absents à l'Assemblée nationale pour n'avoir pas pris part à ces élections, le régime a tout profité pour verrouiller tout ce qu'il y a comme mécanisme capable de pouvoir le faire flancher. Et comme le SDF n'y étant pas, on vous a répondu une nouvelle constitution qui a pris effet en 96. Et en 97, quand on arrive à l'Assemblée nationale, on retrouve qu'ils ont pris le temps de tout mettre pour que rien ne leur échappe. Et pour maintenant changer, il faut réunir les mêmes conditions pour pouvoir revisiter la Constitution, revisiter un certain nombre de lois. Nous pensons que cet engouement que nous avons, parce que nous pensons que le peuple camerounais est en même de se redoter une nouvelle orientation, une nouvelle vie politique, nous allons pouvoir, pendant les 1 an, tenir les législatives et municipales et naturellement prendre les uns et les autres responsables du cheminement. Il faut le dire, elles ont pris législatives municipales en 1 an. Nous avons déjà 2026 qui est programmé. C'est reporté pour 2026. 2026 est déjà programmé. Donc si nous finissons en 2025, accélérer un peu. Voilà, non, pas accélérer, nous les tiendrons à date en 2026 et avec cette année de 2026, on aura un nouveau parlement, on aura une nouvelle configuration dans les municipalités et c'est là où nous aurons effectivement notre fédéralisme à 3 paliers, c'est-à-dire au niveau municipal, au niveau régional et au niveau fédéral. Et nous aurons beaucoup de leviers à actionner pour que des traitements parfois soient gratuits, qu'il y ait un certain nombre de mesures en faveur des couches les plus défavorisées, que nous ayons effectivement une vision d'ensemble que nous allons construire en respectant effectivement les différences sociologiques que nous pouvons rencontrer sur notre territoire. Nous ne pouvons pas faire cela sans associer tous les Camerounais, mais il y a certains paliers à respecter qui voudraient que là où nous avons fauté, que nous corrigions, que nous regardions dans les yeux et que nous prenions le bon chemin, parce qu'effectivement le Cameroun ne pourra se faire qu'avec nous. Mais la forme fédérale et une gestion fédéraliste de ce pays-ci devra permettre à ce qu'on nous a vendu comme émergence en 2035, que nous pourrions effectivement la positionner avec un certain nombre d'indicateurs. Si nous attendons en 2035, sachant bien qu'en 2025 aujourd'hui, nous ne sommes même pas à un pas d'atteindre cette émergence, que nous sachions qu'en 2026, on va atteindre 2027, ça, en 2030, on sera là. Et en 2035, on pourra atteindre ce que nous voulons. Merci Vincent Alima Marga pour ces objectifs et autres aspirations du SDF. Martine Daniel Befolo et Sono, Mouvement populaire de l'émergence du Cameroun, c'est votre formation politique. Vous êtes allié à l'UDC. Alors, chez les uns, on parle d'accélération, de la décentralisation. Pour d'autres, les questions justement de fédéralisme et de paix sont au cœur justement du projet politique. Du côté de l'UDC que vous accompagnez pour cette présidentielle 2025, sur quoi est-ce que se fonde de façon précise et de façon pratique votre projet de société que vous présentez aux Camerounais? Quelles sont les mesures en urgence que vous prendrez une fois aux affaires du 13 octobre? C'est bien évidemment les Camerounais font confiance. Oui, bien entendu. À l'UDC, le programme politique prévoit aussi le fédéralisme. Cependant, l'exécution du plan d'action repose sur un espace temporel, donc à savoir il y a des réformes qui seront faites à très court terme, certains à moyen et à long terme. Lesquelles à court terme? Les Camerounais veulent savoir. Par exemple, quelles sont les réformes à très court terme que la candidate Omaël Ngam voudrait implémenter une fois élue? Très bien. À très court terme, il sera question de rétablir la confiance au sein de l'État, entre l'État et les opérateurs économiques au plan interne et international.
entre l'État et les organisations non gouvernementales, entre l'État et les institutions financières nationales et internationales, entre l'État et les institutions financières nationales et internationales, culture et l'éthique comme fondement et éclairage de la vie et des actions des citoyens. Il sera question de la suppression des comptes hors budget et budgétisation des ressources pétrolières effectives et de tout autre revenu de l'État tel que les bénéfices des sociétés publiques et parapubliques. Je reste avec vous, Madame Bofolo Essono. Est-ce que vous ne pensez pas que si ces mesures, toutes ces mesures sont prises en urgence, comme vous le dites, cela pourra amener à une paralysie de l'État? Si vous le faites de façon aussi brute et radicale, comme c'est annoncé par la candidate Tomaeno, est-ce qu'on ne peut pas justement arriver à une situation où l'État se braque, où est-ce que les mécanismes qui sont utilisés se grippent et que l'État puisse se gripper? Est-ce que le timing est véritablement opérationnel pour arriver à l'objectif escompté? Oui, nous sommes convaincus que le timing est véritablement opérationnel, dans ce sens que le plan d'action a été conçu avec des experts. Voilà, donc nous avons pris les avis des experts et c'est pour cela que nous pouvons servir en toute quiétude ce plan d'action aux populations, parce que à l'UDC, on ne vend pas le rêve. Voilà. C'est important de le dire. Oui, à l'UDC, on ne vend pas le rêve. Et ce parti politique qui est porté par une femme, justement, repose sur la vérité. Parce que c'est une femme qui est dotée, ou alors qui met un accent, un point d'honneur sur les valeurs, donc l'éthique, la morale, et qui pense que la politique, effectivement, doit être humanisée. Parce que la politique, au Cameroun surtout, a longtemps été déshumanisée. Donc, il a toujours été question de traiter les affaires de la société comme si on avait en face des animaux et non des humains. C'est grave ce que vous dites. Oui, parce que c'est ça, à votre avis. Non, moi je n'ai pas l'avis. J'ai dit que c'est que vous dites grave. Une politique qui considère l'humain comme un animal, on est dans un pays de non-droit, madame. Je suis désolée, le Cameroun est un état de droit, mais est-ce que c'est le droit qui est véritablement appliqué au Cameroun? Vous-même, vous voyez que, par exemple, lorsqu'on fixe des lois, on dit, par exemple, la campagne commence à tel jour officiellement, mais nous avons vu le parti au pouvoir qui a commencé bien avant. C'est pas une violation, ça? On dit, par exemple, que le format publicitaire des candidats doit respecter telle mesure, mais on a vu le candidat du RDPC. Est-ce qu'il respecte? Partout. Donc, c'est pas moi qui invente, je dis ce qui est, je dis ce que je vois et que nous voyons tous. Oui. Voilà. Je peux continuer. Allez-y. D'accord. Donc je disais, à très court terme, il sera donc réduction encore de la réduction judicieuse des dépenses de l'État et de la rationalisation du travail gouvernemental et des administrations publiques. Voilà, la mise sur pied d'un cadre institutionnel avec une organisation de la justice incitative à l'investissement, ainsi bien avec des capitaux d'origine interne qu'internationale. Il sera question encore de l'assainissement des entreprises publiques basées sur la compétence, la responsabilité des décideurs et l'obligation de résultat, et par une gestion judicieuse des ressources en personnel et autres, incitation à la consommation, règlement de la dette publique intérieure et paiement des rappels et arriérés des fonctionnaires. Oh, c'est assez copieux comme menu, Madame Bofolo Essono. On souhaite justement que vous ayez les moyens de pouvoir l'appliquer le 13 octobre, si bien évidemment les Camerounais font confiance au projet de société qui est le vôtre. Je me tourne du côté de l'UNDP, les mesures urgentes que prévoit justement le candidat Belbouba Maïgari, le ministre d'État, si effectivement et évidemment les Camerounais lui font confiance. Vous avez déjà justement déployé un ensemble de réformes. Est-ce qu'on peut aller vers d'autres contenus pour séduire et capter peut-être l'affection des Camerounais qui vous regardent ce soir? Effectivement, je vais vous donner quelques détails. Allez-y. Pour resserrer les liens de la nation, nous vous avons dit que le candidat Belbouba Maïgari propose déjà la loi d'amnistie, mais dès qu'elle est prise, un grand dialogue inclusif et qui va revenir sur les grandes questions de la nation, notamment la forme de l'État. Parce qu'on pense que... Vous aussi? Oui, bien sûr. Au niveau de la forme de l'État? Oui, il n'y aura pas de tabou. C'est ce que lui-même a dit. Il n'y aura pas de tabou. La plupart des grandes questions qui concernent notre État
la paix dans le Nozo, c'est-à-dire au nord-ouest et au sud-ouest, la paix, le retour de la paix dans les régions septentrionales, parce que vous savez qu'il y a ce que le gouvernement du Cameroun a appelé le Boko Haram à l'extrême nord, mais c'est l'oisiveté. Et le manque de perspective de la jeunesse, si des entre guillemets terroristes peuvent arriver dans un territoire et recruter facilement, c'est parce que l'État n'est pas existant, l'État n'existe pas dans. Donc voilà les grandes questions que nous allons citer, que nous allons aborder lors de ce dialogue-là auquel nous allons convier tous les Camerounais. Alors, Léonide Foum, tout de suite, une fois que vous vous êtes exprimé, je vois nos plateformes qui vomissent, qui justement nous font savoir que les Camerounais réagissent. Revenons sur la forme de l'État. Quelle est la position actuelle du président Belou Maïgari? L'État actuel, les politologues nous disent, État unitaire décentralisé. Quel est le contenu que vous voulez ajouter dans la forme de l'État actuel? Vous allez vers une décentralisation accrue, vous proposez le fédéralisme comme le SDF, vous souhaitez un État unitaire pur. Un État unitaire dur. Alors, qu'est-ce que vous proposez actuellement, avant véritablement qu'on aille vers le dialogue que vous préconisez une fois élu? Justement, au niveau de la forme de l'État, il ne faut pas en faire un fétichisme. Les institutions sont à l'image de ceux qui sont chargés de les animer. Oui. Donc vous pouvez... il faut bien dire que philosophiquement, entre la décentralisation et le fédéralisme, je vous dis bien que philosophiquement, il n'y a pas de différence. Il s'agit simplement... Il n'y a pas de différence? Oui, philosophiquement. Oui. Mais là, nous sommes en politique. On n'est pas en philosophie, monsieur... Oui, et justement, il faut nous écouter. Vous ne nous avez pas fait faire des études pour que nous parlions comme tout le monde. Je suis en train de dire qu'en matière de substance, dans l'un ou dans l'autre concept, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous voulons? C'est de redonner le pouvoir au peuple, aux collectivités territoriales décentralisées. À certains égards, il y en a qui appellent ça décentralisation et d'autres appellent ça fédéralisme. Mais dans la conception des choses, dans le substrat, c'est pratiquement la même chose. Ce n'est que, j'allais dire, quelque chose... La querelle qu'il y a, c'est une querelle affective en fait. Il y a des gens qui sont habitués à dire fédéralisme, ils trouvent que c'est la meilleure chose. Une querelle sémantique? Oui, sémantique. Mais en réalité, que dit le candidat Bello Bouba? C'est qu'il n'y a pas de tabou. Nous allons débattre de toutes ces questions. Et lors de ce grand débat-là, si la majorité se fait sentir qu'il faut aller vers le fédéralisme, nous irons vers le fédéralisme. Et les résolutions de ce débat-là seront soumises à référendum. C'est ce qu'il est en train de dire. Oui. Elles seront soumises à référendum. Et je sors de cette question-là de resserrer le lien national. J'entre maintenant dans un autre aspect aussi très important, c'est la question économique. Parce que les Camerounais sont laminés par les mauvaises conditions de vie. Les Camerounais ne rêvent plus. Leur plus grand rêve, c'est de partir de ce pays qui est devenu comme, j'allais dire, un pandémonium. C'est quelqu'un qui le disait. Les jeunes ne s'accomplissent plus dans ce pays, n'ont plus de perspective. Lorsque vous avez un emploi, vous êtes payé en monnaie de singe. Mais la chose même la plus difficile, c'est de pouvoir trouver un emploi. Donc, il faut effectivement revenir sur les chantiers économiques en sachant que plus de la moitié des Camerounais aujourd'hui vivent avec moins d'1 dollar. Donc, c'est une urgence. Alors, quels seront les points sur lesquels Bello Bouba va mettre le levier? Mais c'est d'abord sur la croissance. Mais faisons très rapidement une remarque. Voilà la Côte d'Ivoire qui a à peu près les mêmes potentialités que nous, mais en termes de production de richesse, produit 2 fois plus de richesse que le Cameroun. Et sa croissance, effectivement, aussi autour de 8%. Or, nous avons des taux de croissance ici au Cameroun que les économistes appellent taux de croissance appauvrissants. Les gens de Messi nous ont habitués à dire que les taux de croissance c'est 2-3%. Mais c'est les taux de croissance, effectivement, qui détruisent l'emploi, qui ne peuvent pas permettre à l'État d'investir dans le social. Donc, il faut porter notre taux de croissance au moins à 8%, et au mieux à deux chiffres. C'est comme cela que nous allons produire de la richesse et laquelle richesse nous permettra d'être redistribuée. Donc, je disais au niveau de la fonction publique que la fonction publique camerounaise est extrêmement lacunaire. C'est 1%
de la population. Or, nous devons être à peu près 10%. Et le reste doit revenir au secteur privé. Merci. Voilà pourquoi nous allons dynamiser le secteur privé. Et comme investissement pour les jeunes, le président Bello Bouba, je chute par là, propose une cagnotte de 60 000 milliards pour financer essentiellement les projets des jeunes. Et si nous faisons les réformes nécessaires, ce n'est pas l'argent qui va manquer si nous définissons un environnement propice aux investissements dans notre pays. Merci pour toutes ces annonces. Leonid Nfoum, 60 000 milliards, peut-être. Les jeunes qui nous regardent nombreux iront scruter du côté de la plateforme UNDP. FSNC, vous avez la parole. Qu'est-ce que vous mettez en urgence dans la stratégie qui est celle du président Issa Chiloma Bakary le 13, une fois que, bien sûr, les Camerounais vous aient fait confiance? La première chose que nous allons faire, c'est le changement radical de paradigme. Le RDPC est faible dans l'idéologie, faible dans l'approche, faible dans la gouvernance, faible dans la gestion des crises, faible dans l'économie. Ils sont faibles dans tout. Et ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et je vous dis que le président Chiloma a montré simplement à Bamenda que tout ce que nous sommes en train de dire là est faisable. Ces gens ont mis tellement de mauvais paradigmes dans la tête des Camerounais. On a créé une logique où l'opposition ne sait rien, ne réfléchit pas, ne pense pas. C'est nous qui savons tout, mais 43 ans plus tard, on est dans la gadoue. Je bénis Dieu, parce que mon président a demandé pardon. Et je vais demander aux gens de demander pardon aux Camerounais. Non seulement ils sont vicieux, ils sont incompétents et ils sont prétentieux. Voilà quelqu'un qui va nous dire ici, lui-même, il a renvoyé les élections en 2026. Et il dit aux Camerounais que non, on rêve en disant qu'on va prendre l'Assemblée nationale. Bon Dieu, ils s'entendent parler. Devant le RDPC. Ils sont champions dans le bavardage. On saute, on monte, on parle, on ne pense pas aux Camerounais. Donc la première chose qu'on va faire, quand on dit rupture là, il faut que les Camerounais comprennent bien. Cette façon de penser que les autres ne peuvent pas, ce n'est pas comme ça que nous pensons au FSNC. Chaque Camerounais a un talent. Chaque Camerounais a une compétence, a une aptitude. Chaque Camerounais est capable de faire quelque chose qui va embellir et enrichir cette nation. Maintenant, Stéphane, sur le terrain de manière pratique, premier point, ramener la paix. Le président Chiloma a déjà commencé. Oui. Il a créé le point de dialogue, créé le point d'échange. Quand lui dit... Qui a eu non, c'est une mauvaise analyse. Après son passage. Stéphane, c'est une mauvaise analyse de ce soubresaut. Les anglophones hier, qui étaient nos Bamenda, nos petits travailleurs, nos gars gentils, ils n'étaient pas méchants. Mais dès qu'ils disent qu'on n'est plus d'accord avec ce paradigme justement que nous dénonçons aujourd'hui, pratiquement 10 ans plus tard, on les a peints en méchants. Mais c'était une fois de plus volontaire. C'était fait à dessein par le RDPC. Et beaucoup de Camerounais ont cru à ça. Et on s'est rendu compte que non. C'est des gens qui revendiquaient leurs droits, qui demandaient leur position, peut-être de la mauvaise manière, mais ils revendiquaient leurs droits. Et nous disons aujourd'hui qu'en prenant le pouvoir, nous allons tenir compte de leurs droits. Un dialogue comme celui-là ne mobilise pas le gouvernement. Ça mobilise les personnes ressources et les affectations précises que le chef de l'État fait à un de ses collaborateurs, à deux de ses collaborateurs et au chef traditionnel et les différents responsables de ces zones-là. À ce niveau, monsieur le porte-parole de Issa Chiloma Bakary, il y a quand même eu un grand dialogue au Cameroun. Il y a eu des résolutions, il y a une implémentation qui est mise en branle de façon, avec le timing qui est celui du gouvernement actuel, mais qui quand même est annoncé sur ces régions-là. Est-ce que le FSNC ne considère pas ces résolutions, ce statut spécial et autres qui sont mis en place et estime peut-être que le rythme est lent et que le président Chiloma va accélérer véritablement l'implémentation de ces résolutions issues du grand dialogue? Le grand dialogue devait comporter qui? Devait tenir compte de qui? Devait être directement adressé à qui? C'est ça le problème du RDPC. Enfin, les grands là, c'est seulement entre eux. Ils ont choisi qu'ils ont invité. Ils ont choisi qu'ils embastillent. On a vu des sécessionnistes qui ont rendu les armes. On a vu des leaders séparatistes qui sont venus. On a vu des échanges. Vous êtes un journaliste d'investigation. Hein. Oui. Les armes se sont tuées là-bas. Non. Bon. Ça veut dire que la bonne chose n'a pas été faite, Stéphane. C'est ce que nous disons ici. Ils font beaucoup de choses, mais ils font mal. Et nous disons donc qu'ils ne laissent pas avant les bœufs. Et nous disons donc que s'ils étaient humbles un temps soit peu, après le fameux grand dialogue, et que rien n'a bougé, il devait quand même se dire qu'attention,
Il y a quelque chose qui ne va pas. Ils n'ont pas la capacité de se réinventer. Quand ils ont une logique, ils courent, même s'ils rencontrent le mur, ils tapent le mur, ils disent c'est là-bas qu'on va partir. C'est ce qu'on veut changer. Pour dire qu'en tant que gouvernant, on peut se tromper. En tant que gouvernant, on peut faire de mauvais choix. Mais quand on a réalisé que les mauvais fruits restent, demeurent, ça veut dire que le choix qu'on a fait n'est pas bon. Et nous disons donc, nous, au FSNC, que ces gens-là, on doit les écouter. On ne se tient pas de son piédestal et on dit, à partir d'aujourd'hui, bon, on dit que vous voulez l'argent, voilà l'argent. Vous voulez, il y a des gens qui défendent leur honneur. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Et quand une personne défend son honneur, sa fierté, ne lui brandissez pas les biens, les friandises, comme ils appellent Tchin-Tchin. Ça ne leur dit rien du tout. Parce qu'ils veulent le respect et la considération. Un seul acte du FSNC a ouvert la voie à tous les autres partis politiques qui ont la même logique, qui ont le même concept. Ils sont tous Camerounais. Et je dis qu'au FSNC, nous ne sommes pas nombrilistes. Nous savons que pour résoudre ce problème, on aura besoin de l'UDC. On a besoin de l'UNDP, besoin du SDF, de tous les autres. Parce que c'est des Camerounais d'abord. Peu importe celui qui va gouverner demain. C'est la main tendue que je lance encore. Que Dieu fasse que ce soit le FSNC. Mais si c'est un autre, nous allons travailler avec. Parce que nous voulons la paix dans ce pays. La commission doit être mise sur pied. On part directement dans les États. L'évaluation de nos États. Mais qui fait l'évaluation de la gouvernance, l'évaluation de nos recettes, de nos caisses, de la dette? C'est les cabinets. C'est des experts. Ce n'est pas le gouvernement qui est mobilisé, Stéphane. Mais c'est des gens qui donnent toujours l'impression qu'ils sont les seuls intelligents. Les autres ne peuvent pas avoir une mise en application. Nous avons la mise en application claire et concrète. Troisième point. Mais je dis que tout ça, c'est en un mois. Donc, les commissions mises sur pied. Troisième point. On convoque les jeunes et on échange avec eux. Parce qu'il y a un fonds qui est créé pour pouvoir accompagner la PME, le maire du Cameroun. On parle de 100 000 milliards. Je ne parle pas de chiffres. Non, on ne parle pas de chiffres. Parce que nous voulons d'abord échanger avec les jeunes. Oui. Tant que les États ne sont pas faits pour savoir exactement qu'est-ce que nous avons dans nos caisses, quel est l'état de la dette, quel est l'état de la gouvernance, on n'avance pas les chiffres. Parce qu'on va rendre tout transparent. On va informatiser tout. Les rapports vont être mis à la disposition des Camerounais parce que l'or et l'argent de ce pays leur appartient. Une fois donc qu'on a fait l'état, Stéphane, on échange avec les jeunes. On retient rapidement des projets qui sont directement applicables. Le financement commence par eux. Vous voyez que on n'est pas en train de parler des choses aériennes, on parle des choses concrètes. Oui. Au niveau du gouvernement, madame a parlé de 15 ministres. Pourquoi ça vous étonne? Il vous reste 50 secondes. On peut avoir effectivement dans ce pays 15 ministres et nous déployer rapidement, Stéphane, parce que c'est un gouvernement de combat. Nous sommes en état d'urgence. Il faut résoudre des problèmes avec la plus grande vitesse. Il faut convoquer la diaspora. Il faut échanger avec nos partenaires économiques. Il faut commencer à solliciter les partenaires pour les BOT et les différents financements. Quand un État montre qu'il est sérieux par sa carte d'identité, de transparence et de clarté, les financiers viennent. Et nous voulons bâtir un Cameroun où l'extérieur nous voit, nous respecte, nous considère parce qu'il y a une visibilité dans la projection, dans la perspective, dont une vision nationale commune. Merci Jean-Moïse Mbok. Il nous reste le temps de 3 minutes à chacun d'entre vous. Vous aurez, puisque nous sommes quasiment en conclusion, l'opportunité de réagir sur ce qui a été dit globalement sur ce plateau en fonction justement des orientations idéologiques et des projets de société qui sont les vôtres et peut-être dire un mot de conclusion quant à justement l'élection présidentielle du 12 octobre. Ou alors un message pour vos militants. Je commence par vous du RDPC. 3 minutes. Bon, il faut d'abord dire que tout ce que j'ai suivi ici depuis le début de cette émission, je me suis posé la question de savoir si certains même savent pourquoi nous sommes... Non, c'est vous qui ne comprenez rien. S'il vous plaît, permettez à M. Messi d'utiliser ces 3 minutes. Totalement, nous serons attentifs au timing. Voilà une preuve qu'il ne comprend même pas pourquoi il est là. Peut-être qu'il ne connaît même pas le candidat pour qui il est là. Dictature, quand tu donc, monsieur Mbok, véritablement, nous on a des impératifs. Permettez à monsieur Messi d'aller au bout de son propos pour qu'on puisse avancer. Sinon, la réalisation, c'est le cas du bandit qui tremble en fait. Les autres sont calmes. On le voit sur la tour. Ça veut dire que... Vous avez 3 minutes. Ça veut tout simplement dire que... Vous voyez en face du RDPC que je représente, il y a 4 partis politiques qui s'identifient par une chose que je vais vous révéler. Allez-y. L'UDC est au Parlement sans discontinuité depuis 1992 jusqu'à aujourd'hui. L'UDC contrôle pratiquement
toutes les mairies du département du Noun jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas fait de bilan de dire que, je vais aller rapidement, l'UNDP par exemple, depuis 92, ils sont au Parlement. Le SDVF, en dehors de 92, depuis 97, ils sont au Parlement. Le FSNC de mon ami, Dr Mbok, a commencé dans l'UNDP, avec son leader qui a déjà été député. Ce que je veux dire, c'est quoi? Aucune proposition de loi de ces formations politiques-là, dans le sens des choses qu'ils nous disent en ce moment. Vous voyez, cette irresponsabilité politique, c'est-à-dire vous allez parachuter là un jour au lendemain, dire que nous allons faire ceci. Qu'avez-vous fait des députés que vous avez eus à l'Assemblée nationale, des mairies que vous avez eu à gérer, ainsi de suite? Qu'avez-vous expérimenté pour dire que voilà ce que nous avons fait, par exemple, de la mairie de tel aujourd'hui? C'est pour ça que j'ai dit, c'était l'aventure, tout simplement, qui pense que, étant à la tête de l'État, on peut tout bouleverser. Je dis non. Le Cameroun n'est pas un terrain expérimental des aventuriers politiques. Les institutions sont stables. Ils ont un homme qui les régule et qui les réforme au gré du temps. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, le grand dialogue qui a été organisé en 2019 a donné des résultats a donné des résolutions qui ont des résultats mirobolants aujourd'hui. Vous avez la commission de désarmement, de démobilisation et de réinsertion qui fonctionne à merveille. Il y a la commission du bilinguisme et du multiculturalisme qui est en train de résoudre des problèmes extraordinaires, en train de vivre ensemble des langues et tout ça. Il y a pas mal de choses comme ça qu'il faut tout simplement accompagner. Mais ils vous diront qu'ils ne sont pas comptables. C'est le RDPC qui a échoué. C'est le RDPC qui est incompétent. Et pourtant, 30 ans au pouvoir pour certains, 25 ans pour d'autres, et n'ont pas pu faire quelque chose pour qu'on se rappelle d'eux comme étant comptables de ce régime. Merci. Voilà donc l'irresponsabilité et de l'amateurisme des uns et des autres que vous venez de révéler sur ce plateau. Merci, Émile Messi, de porter la voix du RDPC. Je prends le Social Democratic Front. C'est le même. Conclusion, mot à vos militants pour l'élection du 12. Et évidemment, j'appellerai les uns et les autres à faire confiance à l'honorable Joshua aussi, naturellement, pour faire vivre une réelle démocratie dans ce pays. Ce n'est pas une démocratie de façade comme elle est chantée à gauche et à droite, mais effectivement celle qui est conçue pour la gestion par le peuple et pour lui-même. Nous avons à voter l'honorable Joshua aussi pour pouvoir relever le niveau de vie. Nous pensons à un SMIC minimum à 160 000, sinon plus, parce que nous savons pertinemment qu'est-ce que représente le coût de vie dans ce pays. Nous avons la gratuité d'un certain nombre de soins que nous devons appliquer. Les césariennes, par exemple, quand un enfant vient au monde, il faudrait bien qu'on lui donne la possibilité de jouir de ce fait qu'on l'accueille joyeusement. Et naturellement, lorsqu'un Camerounais partira du monde, nous devons savoir comment est-ce qu'on doit lui dire au revoir. Nous avons un certain nombre de préjudices, tout au moins aujourd'hui, qui font en sorte que l'industrie de la mort soit beaucoup plus vantée. Parce que les gens trouvaient déjà beaucoup de bénéfices et beaucoup de profits tout autour. Mais je crois quand même que l'État devait réguler un certain nombre de choses. Nous ne devons pas nous abandonner à enterrer les gens dans des cercueils d'1 million, 2 millions, 5 millions. Et pourtant, nous savons qu'un niveau de vie pourrait permettre à ce que, à 50 000, 100 000 maximum, nous devrions avoir une sépulture digne pour accompagner nos compatriotes. Nous avons à changer un certain nombre de choses qui devraient aller jusque dans le sens éducatif. Nous n'avons pas un contenu fiable qui permette, comme Émile Messi disait, de donner une éducation productive allant dans la logique de l'observation de nos différentes disparités dans nos différentes municipalités. Donc nous avons effectivement ce challenge et je suis sûr et content parce que parfois ce régime, en nous écoutant, triche beaucoup de petites choses pour les mettre en application. Et je pense quand même que ce que les différents candidats ont à mettre sur la table, personne ne vient pour promettre la mort aux Camerounais, mais que cela soit effectivement pris en considération pour améliorer leur niveau de vie. Ceux qui parlent de prendre l'argent à gauche et à droite, les Glencore et ainsi de suite dans l'argent de la corruption, je pense que c'est un signal pour dire à ce régime, vous pouvez mettre la main là-dedans et ensuite prendre pour améliorer notre vie. Donc nous sommes confiants de ce que là où ils ont raté, nous avons encore la possibilité de corriger. Ceux qui ont créé le problème ne peuvent pas être dans les solutions. Merci.
Vincent Limambarga pour le SDF, Madame Danielle Bofolo et Sonou Martine, de votre prénom. Alors, qu'est-ce que vous dites pour la conclusion? Et un mot, certainement, à vos électeurs, à vos militants pour le 12. Je commencerai par mes militants et sympathisants. En tant que présidente du MPC, Mouvement Populaire pour l'émergence du Cameroun, j'invite tous mes militants, les sympathisants, tous ceux qui ont cru à ma candidature, malgré qu'elle ait été recalée. Je vous invite tous à vous ranger derrière la candidate Tomaino Dame Dioya. Je m'adresse maintenant à la nation camerounaise. Étant donné que vous attendez, vous avez soif que l'opposition vous présente un candidat consensuel, je vous invite, si l'opposition ne présente pas un candidat consensuel, que vous vous rassemblez et que vous fassiez un vote consensuel en faveur de Mme Tomaino. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, elle a invité les leaders politiques pour qu'ensemble, ils choisissent quel sera le candidat qui sera porté pour l'opposition. Alors, je dirais davantage aux femmes particulièrement, aux jeunes, aux personnes en situation de handicap, que le meilleur choix, le meilleur bulletin, celui-là qui est la clé pour le développement et l'émergence du Cameroun, le voici, le bulletin couleur jaune-or qui porte la seule candidature féminine, parce que nous pensons que la transition générationnelle est à l'allure féminine. Merci, merci Madame Essono. Je me tourne vers vous, Léonie Denfoum, mot de fin, message aux militants et autres sympathisants de l'UNDP. La plupart des pays d'égal niveau que le nôtre sont sortis de l'ajustement structurel depuis plus de 20 ans. Nous nous y sommes jusqu'à l'heure actuelle. Nous produisons des taux de croissance qui appauvrissent la population et nos gouvernements l'assument. Deux choses les caractérisent. C'est la paresse et le manque total de vision. Donc, si nous voulons avoir des Camerounais qui soient dignes, heureux, et qui rêvent, qui continuent de rêver d'un avenir meilleur ici chez eux, mais il faut voter Bello Bouba. C'est aussi simple que ça. Il faut voter Bello Bouba. Parce que ces gars sont dépassés. Ces gars sont dépassés. On ne peut pas faire le chef de l'État, chaque fois qu'il vient vous présenter le discours de fin d'année, il ne vous dit pas que je vais augmenter les salaires, ou bien je vais augmenter le SMIC. Comme son prédécesseur Amadou Ahidjo, lui, au moins le faisait. Non. C'est toujours que la conjoncture internationale est montée, tel aléa a fait ceci, machin. Il vient s'excuser à longueur de journée. Non. Non. Et Bello Bouba s'est levé effectivement. Son slogan de campagne, c'est démocratie et progrès. Démocratie, pourquoi? Parce que cette promesse, même aussi, elle est manquée. C'est pour cela que, à longueur d'élection, on triche. Et on finit par l'assumer. C'est aussi pour cela que, parce que quelqu'un a dit quelque chose qui ne se sent pas bien dans un ensemble, on le prend, on le met en prison. Pourquoi est-ce qu'on doit remettre de l'emphase sur le progrès? Mais c'est parce que nous sommes habitués à un misérabilisme. Le Camerounais est chassé de partout. On le chasse de la Guinée équatoriale, on le chasse du Gabon. On le chasse de l'Occident, on le chasse du Maghreb. Comme s'il n'avait pas une dignité à défendre. Donc, Bello Bouba vient à cette élection pour redonner cette dignité-là aux Camerounais. Merci beaucoup. Merci Lionel Denfoum pour votre déroulé qui présente les avancées et les bienfaits d'une candidature et d'un vote pour Bello Bouba Mayari. Jean-Moïse Mbok, même exercice pour le FSNC. Camerounaises, Camerounais, chers amis de la diaspora, l'heure est grave. Et vous savez que l'heure est grave. Les constats sont évidents, les constats sont là, 43 ans après, les limites sont atteintes. Il ne serait que justice d'aller voter un candidat qui est disposé non seulement à vous écouter, mais à travailler avec vous, mais dans un travail de proximité. Le président Issa Tiroma Bakari, alors que toutes les sécurités du monde lui sont proposées, rappelle que c'est le peuple qui est sa sécurité. Et vous, le peuple, avez démontré à souhait par votre constance, par votre présence. Hier à Douala, sous la pluie, pendant 5 heures de temps, vous êtes restés pour adouber cet homme qui montre son amour, son allant et sa sincérité envers vous. Une chose qui va être faite de manière pointue et précise, c'est de renforcer notre souveraineté économique. Oui, avec l'agriculture, nous pouvons renforcer. Oui, avec l'élevage, nous pouvons renforcer.
Oui, avec l'industrialisation, nous pouvons renforcer. Nous ne venons pas sortir des mots hors de leur contexte et commencer à essayer de les définir avec des phrases qui n'en finissent plus jusqu'à l'évanescence. Nous vous parlons des choses simples, des choses concrètes. C'est qu'ensemble, nous allons développer cette nation. Et c'est pour ça que la diaspora est souhaitée. C'est pour ça que les opérateurs économiques sont souhaités. C'est pour ça que tous sont souhaités, jeunes, hommes, femmes, enfants, pour que le 12, vous puissiez voter le bulletin jaune, l'homme en blanc, Issa Tiroma Bakari, celui-là qui aujourd'hui est en Pays Bassa, et puis qui va continuer dans l'extrême nord, et puis dans le nord. Il aura couvert tout le Cameroun pour vous montrer son engagement, pour vous montrer sa détermination, mais aussi sa ferme volonté de travailler avec tous et chacun. Merci. Je sortirai en disant simplement, le FSNC, c'est le parti de la main tendue. Nous continuons de croire que vous pouvez vous associer à nous pour qu'ensemble nous puissions développer cette nation. Merci Jean-Moïse Mbok. On va vous dire merci à vous, Madame Bouffolo, Emile Messi, merci. Le nid d'un foum, Vincent Limambarga, Jean-Moïse Mbok. On va dire que le même exercice sera poursuivi en ces lieux dès demain avec d'autres représentants, d'autres formations politiques. Veuillez vous manifester puisque ici, nous faisons effectivement les échos de la campagne. Mais vous n'allez pas bouger tout de suite. Dès 19h, ce sera le journal en langue de Shakespeare. Miguel Fongé sera là pour les informations d'ici. Et d'ailleurs, je l'ai dit, langue de Shakespeare, 20h, Claude Janstar, justement, aussi sera là pour vous relayer l'essentiel, la quintessence, le meilleur de l'information sur Info TV. Bien le bonsoir et